La laïcité en France, 110 ans de réflexion par Raphaël Liogier, sociologue, philosophe, je le disais en début d'émission, et entre autres ouvrages parus. Une laïcité légitime, la France et ses religions d'État. Ça a été édité par Entrelacs et Médicis. Souci de soi, conscience du monde vers une religion globale chez Armand Collin en 2012. Et votre dernier ouvrage aux éditions du Seuil, Le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective. Mon avant-dernier ouvrage, parce que j'ai un ouvrage en 2013 qui s'intitulait « Ce populisme qui vient », qui concerne aussi la laïcité. Bon, très bien. Et alors justement, commençons à parler de la laïcité, de ce concept. Et pour ce premier épisode, la laïcité avant la loi de 1905. C'était quoi les lois régissant la République française entre la Révolution et l'adoption de cette loi de 1905 ? À vrai dire, la laïcité, c'est un mot qui est employé dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, bien plus tard. C'est même pas employé dans la loi de 1905, à vrai dire, l'expression de laïcité. C'est une expression, laïkos, qui veut dire le peuple. Et qui voulait dire, pendant le Moyen-Âge chrétien, en Europe, ceux qui font partie, qui ne sont pas clercs, qui ne sont pas religieux, c'est-à-dire le peuple des chrétiens non religieux. Et puis ça a pris assez récemment, disons début du XXe siècle, ce mot laïque a commencé à apparaître, et puis il a été constitutionnalisé, donc il apparaît dans la Constitution. La France est aussi une république laïque. Mais en fait, la laïcité, c'est un long processus, c'est l'aboutissement d'un long processus qui est celui de la découverte de la subjectivité individuelle dans l'histoire européenne. Ça veut dire qu'il remonte, bien évidemment, on pourrait dire même à la Renaissance, au XVe, puis XVIe, et le moment charnière du point de vue philosophique, c'est le XVIIe siècle. C'est-à-dire, ce sont les grands philosophes du XVIIe siècle, les grandes métaphysiques du XVIIe siècle qui consacrent bien la mise à distance entre la théologie, le théologico-politique, et la philosophie, le fait qu'on puisse penser le monde sans forcément faire de la théologie. On a un auteur comme Leibniz, même s'il parle de Dieu, même s'il évoque Dieu, dans un sens, ça finit par devenir presque une hypothèse inutile dans ces philosophes du XVIIe siècle. Alors bien sûr, il y a la contrainte culturelle, historique, donc ils parlent de Dieu quand même. On le voit chez Spinoza aussi, évidemment, où Dieu, ça devient la nature. Et puis au XVIIIe siècle, alors là, au XVIIIe siècle, c'est vraiment le sacre de la subjectivité. Et je crois que le philosophe phare pour ça du XVIIIe siècle, c'est Emmanuel Kant, qui consacre la subjectivité. Il dit même que l'entendement, il dit que c'est transcendantal. C'est-à-dire que l'entendement, c'est ce qui ne peut pas, être... Il y a des catégories de l'entendement qui précèdent le monde empirique. Parce qu'il y a une subjectivité qui est extrêmement forte, qui ne peut pas être réduite. C'est le moment où on parle de contrat, de l'échange, des volontés. Et évidemment, ce processus philosophique et théologique, il est lui-même le résultat, ça on le dit moins, d'un processus interne à la religion, interne au monde religieux. Et je crois que ce qui est le plus important, là, c'est le protestantisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que le protestantisme, c'est avant tout une protestation. Et c'est une protestation contre quoi ? C'est une protestation contre le fait... Alors, il y a une multitude de choses, mais contre le fait que l'on doit forcément avoir la religion de sa famille même, la religion de ses parents et la religion de sa nation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous imposer une religion par le haut, par le biais d'une tradition, d'un espace ethno-culturel déjà établi. On a la religion que l'on désire, que l'on veut. D'où l'idée dans le protestantisme, dans un grand nombre de mouvements protestants, le baptême qui se fait à l'âge adulte parce qu'il faut pouvoir exprimer son choix. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc il y a un processus qui fait émerger la subjectivité, l'idée que la foi, c'est un choix. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs manières. Exactement, et plusieurs religiosités qui commencent à se côtoyer. En fait, l'idée de laïcité, elle émerge
même si le mot n'y est pas, elle émerge progressivement de deux aspects de ce qu'on appelle la modernité. La modernité, c'est la multiplicité des modalités d'existence, des modes d'être, des manières d'être, donc des vérités, des rapports qu'on a avec la vérité, dans un même espace social et juridique. Comment vivre ensemble? Et donc on invente toute une série de processus. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de vivre ensemble avec toutes ces différences? Parce qu'il y a un autre processus qui commence lui aussi aux alentours du XVe siècle et qui va s'accentuer, c'est la globalisation. La globalisation, c'est la découverte de l'autre amérindien, de l'autre qui est de l'autre côté de la planète. Et on est obligé de gérer ça, parce que si on ne gère pas la vérité de l'autre, on est face à une dissonance cognitive, comme on dit. Alors que on peut avoir raison contre un seul autre, on l'appelle barbare, parce qu'il reste de l'autre côté de la frontière en général. Mais quand il y a une multiplicité d'autres qui se présentent, et qu'en plus ils vivent chez nous, il y a quelque chose de bizarre même. Comment est-ce qu'on pourrait avoir raison contre tous? Donc il faut trouver des moyens de vivre ensemble. Et c'est ça, l'émergence de l'idée de laïcité qui va être très progressive. Est-ce qu'on peut dire que la laïcité est un acquis de la Révolution française, Raphaël Liogier? Je dirais que la Révolution française consacre la liberté de conscience, non seulement la liberté de conscience, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir les idées que l'on veut, mais la liberté d'expression de cette conscience. Parce que la Révolution française fait émerger quoi? Quelque chose qui est fondamental pour la laïcité, c'est un espace public. On pourrait dire qu'avant la Révolution française, dans un sens, on pourrait parler d'espace public, mais ça serait anachronique, si on parle d'espace public avant, parce que la Révolution française constitue en quelque sorte un espace public, c'est-à-dire un espace dans lequel on peut exprimer ses idées sans, en théorie, risquer d'être arrêté, empêché. C'est donc de cela découle la liberté de la presse. Alors c'est aujourd'hui effectivement d'une actualité brûlante, terrible, même tragique, la liberté de la presse, d'exprimer tout ce qu'on peut exprimer, donc la liberté de blasphémer, effectivement aussi, mais en face, la liberté d'exprimer ses convictions religieuses et même de les exprimer publiquement. C'est aussi ça d'une grande actualité en sens inverse. Puisque quelque part, il y a une tension, il y a une tendance aussi dans le monde moderne à vouloir éliminer, empêcher un certain type d'expression, ne serait-ce que sur le plan esthétique, une manière de s'habiller et autres. Mais on a le droit en République, et c'est ce que consacre la Révolution française, d'exprimer ce que l'on est, ce que l'on veut être, les choix de vie que l'on effectue, fussent-ils des choix de vie religieux. Et de 1789 à 1905, c'est quoi? Ce sont des débats qui préparaient cette loi de la laïcité, des allers-retours entre des hésitations. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là, à ce niveau-là, Raphaël Liogier? En fait, pendant cette période, c'est une période où, d'un côté, on a eu une révolution qui était radicale. C'est-à-dire, les gens sont descendus dans la rue, il y a eu énormément, il y a eu des morts, il y a eu des choses qui étaient tragiques, il y a eu des choses qui étaient magnifiques. En même temps, il ne faut pas oublier que la France était en guerre pendant une grande partie du temps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a guillotiné Louis XVI. Ce qu'on oublie aussi, c'est que Louis XVI, on l'a guillotiné parce qu'on l'accusait de faire le jeu de l'étranger. On avait les guerres napoléoniennes, etc. Donc, il y a eu une multitude de manières de gérer. Et le problème central entre la Révolution, c'est vraiment ça votre question, et 1905, c'était de gérer les relations avec l'Église catholique, avec une organisation en particulier qu'on appelle l'Église catholique, qui continuait à entretenir des relations privilégiées avec l'État français. Et donc tout le processus avant la loi de 1905, c'était comment arriver à gérer le fait qu'il y a aussi des Juifs qui pratiquent leur judaïsme. Donc il y a un consistoire central, qui avait aussi des protestants, essentiellement on va dire des juifs et des protestants, en nombre plus de protestants même. Et donc la vraie question, qui a été en partie pas résolue, mais il y a une méthode qui était la méthode napoléonienne, c'était le fait de consacrer des organisations qui seraient représentatives. On a vu que ça fait partie de la tradition française, vraiment, de trouver des organisations représentatives. Il y avait le consistoire, c'est une idée napoléonienne aussi, pour les Juifs. Et donc, il y avait ces différentes organisations
Mais en même temps, l'Église catholique gardait un rapport privilégié, j'allais dire unique. Et c'est ça que la loi de 1905 va remettre en cause. Alors que ce rapport-là, unique avec l'Église catholique privilégiée, il existait encore de 1789 à 1905. Ce qui ne devait pas être facile. À ce qui ne devait pas être facile, c'est pour ça que ça a été extrêmement dur. Il y a eu à un moment donné des oppositions, des antagonismes qui ont donné lieu à des débats extrêmement forts entre des gens qui étaient, oui, farouchement anticléricaux, qui étaient dans la version la plus dure de la Révolution française, et puis d'autres qui étaient plus libéraux, des courants beaucoup plus libéraux. Pas libéraux au sens actuel, pas libéraux au sens économique, libéraux au sens de Benjamin Constant, c'est-à-dire pour la liberté d'expression, mais y compris religieuse. On verra demain avec vous, Raphaël Liogier, comment on arrive justement au texte de la loi de 1905 dans le cadre de cette série, La laïcité en France, 110 ans de réflexion. Merci et à demain.